L'histoire ressemble à un de ces parcs d'attractions à l'abandon qu'on découvre au détour d'un coin de campagne perdu. La grille n'a pas été suffisamment bien fermée, on entre en forçant un peu et on se promène entre les baraques foraines dévastées et des jeux qui naguère furent populaires, mais qui ont cessé de fonctionner. D'un côté, on voit des statues de grands hommes, conquérants, empereurs, héros. Des statues qui étaient animées qui ne le sont plus, des automates rouillés. De l'autre, on a des jeux d'obstacles où les populations en détresse étaient emportées malgré elles dans des circuits qui partaient à pleine vitesse dans des pièges. Guerre, famine, épidémie, pièges qui devaient être évités à la dernière seconde, mais ne le furent pas toujours. Autant d'apocalypses qui furent vécus à chaque fois localement et ponctuellement, autant d'innocents sacrifiés pour qu'une société pourrie se perpétue. Et soudain, comme dans un récit fantastique ou un film d'horreur, les jeux se remettent en marche tout seuls, les grands hommes s'animent comme des zombies, les véhicules repartent à pleine vitesse dans leur circuit. L'Empire n'a jamais pris fin. Notre patriotisme vient tout droit des Romains, écrit Simone Veil. C'est une coutume héritée des Romains. Les égards envers autrui, l'aveu des torts propres, la modestie, la limitation volontaire des désirs deviennent dans ce domaine des crimes, des sacrilèges. Simone Veil écrit ces lignes à Londres entre janvier et avril 1943, alors qu'elle a rejoint la France libre. Dans un moment aussi grave que celui-ci, ce que Simone Veil tente d'élaborer, c'est un patriotisme subordonné à la justice, c'est-à-dire concevoir la réalité correspondant au nom de France de telle manière que, telle qu'elle est, dans sa vérité, elle puisse être aimée avec toute l'âme. Ça va pas être simple. Pour commencer, une chose qui est aux yeux de Simone Veil assez rédhibitoire, c'est que les Français ne peuvent pas aimer ceux qui les dirigent. Ils s'en méfient, à juste titre. De quand Simone Veil date-t-elle le désamour profond des Français pour leurs dirigeants ? Curieusement, de la fin du XIVe siècle, lorsque les émeutes de la faim furent violemment réprimées par le roi Charles VI enfant, accompagné de ses oncles, qui se partageaient les impôts comme des voyous, se divise un butin. La haine de l'État, écrit Simone Veil, qui existe d'une manière latente, sourde et très profonde en France depuis Charles VI, empêche que des paroles émanant directement d'un gouvernement puissent être accueillies par chaque Français comme la voix d'un ami. Charles VI enfant, aidé de ses oncles, par l'usage de la corruption et d'une atroce cruauté, a brutalement contraint le peuple de France à accepter un impôt absolument arbitraire, renouvelable à volonté, qui affamait littéralement les pauvres et était gaspillé par les seigneurs. Le peuple français, courbé brutalement et d'un coup, n'eut plus ensuite, jusqu'au XVIIIe siècle, que des secousses d'indépendance. Mais en même temps, s'installa au plus profond du cœur de ce peuple une haine refoulée et d'autant plus amère à l'égard du roi, haine dont la tradition ne s'éteignit jamais. Ce n'est pas ce que retiendra l'histoire, pas souvent. Ce qu'elle retiendra le plus souvent de cette séquence, qui se situe au milieu de la guerre de Cent Ans, c'est la crise de folie de ce roi, Charles VI, entraînant l'opposition de deux factions, Armagnac et Bourguignon. Ce qu'elle retiendra, c'est une guerre civile, l'une des plus formidables crises du pouvoir que la monarchie française ait eu à subir avant 1789, écrit à son sujet l'historien Bertrand Schnerb. Une maudite guerre qui durera 30 ans et aboutira à l'occupation anglaise. En se débarrassant, entre le XIIIe et le XIVe siècle, des 100 rois de leur temps, ceux qu'ils ont appelés cathares, le royaume de France et l'église de Rome n'ont pas étendu leur domination et assuré leur stabilité. C'est ce qu'ils ont cru faire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont provoqué un déséquilibre qui allait les atteindre par la tête. En moins d'un siècle, l'Église s'est retrouvée divisée, non à la base, mais au sommet, avec 2, puis 3 papes. Et le royaume de France s'est retrouvé sans roi, mais alors littéralement, avec un roi incapable de gouverner, mais qui semblait ne jamais vouloir mourir, et 2 factions en guerre l'une contre l'autre, mettant le pays à feu et à sang. L'anarchie, quand elle vient d'en bas, c'est l'utopie d'une organisation sociale qui réduit au maximum la hiérarchie entre les êtres et les écarts de classe. C'est l'ordre moins le pouvoir, la victoire des 100 rois. Mais l'anarchie qui vient d'en haut, c'est le pouvoir moins l'ordre, c'est la guerre civile. L'histoire ressemble à un de ces parcs d'attractions à l'abandon qu'on découvre au détour d'un coin de campagne perdue.
On se promène entre des baraques foraines dévastées et des jeux qui naguère furent populaires, mais qui ont cessé de fonctionner. D'un côté, on voit des statues de grands hommes, conquérants, empereurs, héros. De l'autre, on a des jeux d'obstacles où les populations en détresse étaient emportées malgré elles dans des circuits qui partaient à pleine vitesse dans des pièges qui devaient être évités à la dernière seconde. Mais parfois, au cours du récit, on tombe sur une anomalie. Un jeu dont on se demande comment il était supposé fonctionner. Un truc bizarre et fascinant, avec une statue de roi fou et une piste circulaire où les visiteurs se divisent et se battent contre eux-mêmes. Une attraction où tout le monde est certain de perdre. Et même ce jeu est susceptible de se remettre en marche. Même lui peut repartir à pleine vitesse si on ne fait pas attention. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco Mtielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Pas historien, exégète. Dans ce programme pour Blast, je ne fais pas de l'histoire. Je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Qu'est-ce que je veux dire par faire l'exégèse ? Je ne suis pas historien. Je ne fais donc pas de l'histoire au sens scientifique. Une exégèse, c'est une interprétation. C'est un terme qu'on emploie traditionnellement pour des textes sacrés. La Bible, le Coran, la Bhagavad Gita. Ce que je fais ici, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est l'exégèse de ce qui est sacré pour moi, c'est-à-dire tout. Twin Peaks, Shakespeare, les écrits gnostiques, les faits divers numériques, l'histoire de France. Sohravardi, le grand mystique persan du XIIe siècle, disait « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas ». Je fais ici la même chose pour l'histoire de France. Je propose une interprétation, une hypothèse de lecture, et je la fais de façon narrative. Une exégèse est forcément subjective, même si j'essaye d'être ici le plus rigoureux possible. Ce qui m'importe, c'est avant de donner mon interprétation, d'être juste au niveau des faits. Et c'est très difficile pour des époques aussi éloignées. C'est pourquoi je suis toujours très content de recevoir des critiques sur ce programme et de recevoir de l'aide pour ne pas me tromper sur les faits. D'ailleurs, surprise, motherfucker! Cet épisode a reçu l'aide d'un historien, Raphaël Carbone. Que ce qui suit ne soit pas retenu contre lui. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. L'Empire n'a jamais pris fin, épisode 6, Anarchie dans le royaume de France, il était une fois la guerre civile. Charles VI naît le 3 décembre 1368 dans la résidence royale de l'Hôtel Saint-Paul à Paris. Son père, le roi Charles V, meurt quand il n'a que 12 ans. Et sa mère, la reine Jeanne de Bourbon, est alors déjà morte depuis 2 ans. Son histoire nous est connue par une poignée de chroniques contemporaines. Celle de Jean Froissart, par exemple, né vers 1337, mort après 1404. Celle dite du religieux de Saint-Denis, né vers 1349, mort en 1421, ou encore celle de Jean Juvénal des Ursins, né en 1388, mort en 1473. Le 4 novembre 1380, alors qu'il vient d'être sacré roi à Reims, le jeune Charles part chasser dans la forêt de Senlis. Il a alors une vision fabuleuse, rapportée dans la chronique du religieux de Saint-Denis, je cite le religieux de Saint-Denis, « Au milieu d'une troupe de cerfs, il en aperçut un plus beau que les autres, et qui, chose étonnante à dire et à voir, portait au cou un collier de cuivre doré avec une inscription en caractères forts anciens, César hoc mihi donavit. César m'a donné ceci. César lui a bien donné quelque chose, oui, mais quoi ? Charles y voit un heureux présage de son glorieux avenir. Il faut se méfier des présages, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Pour comprendre cette histoire, il faut retourner légèrement en arrière. Au moment même où ils achèvent ensemble l'extermination des Cathares, le roi de France, Philippe le Bel, décide d'imposer les biens de l'Église située dans son royaume. Il se fâche alors avec le pape, Boniface VIII. Les histoires d'amour finissent mal en général. Et celle entre le royaume de France et l'Église de Rome ne fait pas exception. Le pape meurt,
Philippe le Bel déplace le siège de l'Église à Avignon, et pendant un bon moment, on aura des papes français, comme l'inquisiteur Jacques Fournier, qui avait identifié la dernière communauté d'hérétiques à Pamiers et qui va devenir Benoît XII. En 1378, 2 ans avant que commence notre histoire, ce sera le grand schisme d'Occident. Schisme qui débute à la mort du pape Grégoire XI, qui a décidé de ramener le siège pontifical à Rome. Son successeur, Urbain VI, un Italien, n'est pas accepté par les Français, qui choisissent un autre pape, français, Clément VII, qui campe à Avignon. Pendant 40 ans, il y aura 2 lignées de papes, représentant 2 camps rivaux au sein même du christianisme occidental, l'un à Rome et l'autre à Avignon. C'est une crise extraordinaire, qui se complexifiera en 1409 avec l'apparition d'un 3e pape, et qui ne s'achèvera qu'en 1417 avec le Concile de Constance. À l'époque qui suit l'extermination des hérétiques du Sud-Ouest, le royaume de France est vaste. Il s'étend de l'Escaut aux Pyrénées, de l'océan Atlantique au Rhône, à la Saône et à la Meuse. Le pouvoir royal est fort et l'administration de plus en plus centralisée. Cependant, rien ne va se passer comme prévu. Le roi capétien transmet traditionnellement sa couronne au fils aîné. Si celui-ci meurt, et s'il est sans fils, on la transmet à son frère. Mais lorsque le 3e et dernier fils de Philippe le Bel meurt sans fils ni frère, faute de mieux, on décide de transmettre la couronne au fils du frère de Philippe le Bel, Philippe VI de Valois, un neveu. Une option dangereuse. When you play the Game of Thrones, you win or you die. D'autant plus que le neveu en question confisque la Guyenne, qui appartient officiellement aux Anglais, le 24 mai 1337. Le roi d'Angleterre, Édouard III, réplique en revendiquant la couronne de France. Il est le fils de la dernière fille de Philippe le Bel, Isabelle. Et si la couronne se transmet du père au fils, on peut pinailler sur la prééminence du fils de la fille sur le fils du frère. Bref, la guerre de 100 ans commence. Tout d'abord, l'Angleterre remporte de nombreuses victoires. L'Écluse en 1340, Crécy en 1346, Poitiers en 1356, avant que la France ne reprenne le dessus à partir de 1364, pendant le règne de Charles V et de son connétable du Guesclin. Ce qui va tout changer va se jouer ensuite sur le règne de son fils, Charles VI. César m'a donné ceci. Au moment de son couronnement, la population du pays de Charles VI enfant a bien du mal à se rétablir. Après des chevauchées anglaises qui, entre parenthèses, portent directement le conflit sur les populations civiles, mais aussi la famine et enfin la peste noire. Après une période de forte imposition et à l'effort de guerre, Charles V a commencé à procéder à des allègements. Il a même supprimé les contributions directes, les fouages, avant de mourir. Excellente initiative. Mais le 17 janvier 1382, 2 ans après l'apparition du cerf dans la forêt de Senlis, une ordonnance rétablit les aides indirectes, les impôts qui ne servent alors, semble-t-il, à tout le monde, qu'à enrichir les ducs, qui se partagent la recette fiscale. Louis d'Anjou, Jean de Berry, Philippe de Bourgogne, ce sont les oncles de Charles VI. Ils assurent la régence, le roi étant encore un enfant. Mais les populations des villes et des campagnes sont à bout. Elles n'entendent pas se faire plumer comme ça. Alors ça commence à barder, à Rouen, en février. On peut le lire dans la chronique de Jean Juvénal des Ursins. À Rouen, 200 artisans se soulevèrent, se rendirent au domicile d'un marchand de tissus nommé Legras, parce qu'il était gros et gras, en firent leur chef, le placèrent bon gré mal gré sur une charrette, comme si c'était un roi. Contre sa volonté, craignant pour sa vie, il dut obéir. Conduit sur la place du Grand Marché, il fut obligé d'ordonner la suppression définitive des impôts. On se mit à tuer les officiers du roi en charge de la perception des impôts. Puis c'est Caen, Orléans, Reims, Amiens, et en mars, Paris. Aux Halles, écrit encore Jean Juvénal des Ursins, le percepteur vint exiger la taxe à une vieille femme qui vendait du cresson. Elle se mit à crier et plusieurs personnes se jetèrent sur l'agent des impôts. Aussitôt, par toute la ville, le petit peuple se souleva, prit les armes et déclencha une énorme insurrection. Plus de 500 personnes se mirent à parcourir les rues. C'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement français. Il se déroule également ailleurs en Europe. Comme l'écrit Jules Michelet, il semblait qu'une guerre universelle commençait des petits contre les grands. Particulièrement en Angleterre, où une révolte très proche de celle qu'on a en France éclate lors de la levée d'une taxe 3 fois supérieure aux précédentes en 1381. La révolte naît lorsqu'un percepteur royal décide de se payer en nature
en violant la fille du paysan Wat Tyler. Wat Tyler répond en le tuant à coups de marteau. Les paysans en font leur héros. Ils sont alors entre 20 000 et 50 000 quand ils arrivent à Londres pour négocier l'abolition du servage et demandent à parler au roi Richard II. Richard II accepte de rencontrer Wat Tyler, mais c'est un piège. Lorsque Wat Tyler et le roi se rencontrent à Fountain Court le 15 juin 1381, Tyler se fait tuer par derrière, comme l'aurait exécuté un petit gangster. Les rois se distinguent-ils des petits gangsters ? Pas sûr. En 1819, le poète visionnaire William Blake, qui voyait en Wat Tyler une figure pré-révolutionnaire, le dessinera d'après fantôme avant d'aller mourir à Fountain Court. Enfin, sont des révoltes qui émergent dans les villes de Flandre et qui s'opposent à leur comte, Louis de Male, et refusent la coutume de France en matière fiscale au cri de « liberté ». La Flandre est alors indépendante du royaume de France. Pour l'instant, l'oncle de Charles VI, Philippe de Bourgogne, a épousé la fille de Louis de Male, et à sa mort en 1384, les terres de Flandre seront à lui. Le roi enfant et son oncle débarquent alors pour soutenir la guerre du comte contre les tisserands révoltés. Ils les taillent à Rousbec, un massacre atroce. 26 000 Gantois meurent, certains étouffés les uns par les autres, les lignes arrières avançant pendant que les premières refluent, effrayées par les longues lances bourguignonnes qui embrochent tous les soldats de tête flamands. Avant de partir, Charles VI décide de faire un exemple de Courtrai, symbole de la résistance flamande, en mettant le feu à la ville. César lui a donné ceci. Puis Charles VI, enfant, traverse la France, ville après ville, pour restaurer l'autorité royale en matant les rebelles. Il le fait en entrant dans chaque ville comme un conquérant, à la tête d'une imposante armée qui terrorise littéralement les habitants. L'armée du roi pille, rosse, viole les populations locales. Puis le roi punit publiquement les séditieux. Les meneurs sont décapités, leurs têtes exposées. Après quoi, les populations payent très cher le prix de leur rébellion. Chaque ville doit négocier la miséricorde du roi en versant les sommes les plus importantes. Rouen, par exemple, doit verser 100 000 francs, commu à 60 000 par la clémence royale. Pour le Languedoc, c'est une amende de 800 000 francs. Les souffrances de Paris durent 7 semaines, couronnées par l'annonce de mesures royales en matière d'imposition. Cette misère, cette révolte des pauvres, commerçants comme paysans, se lise jusque dans une poésie populaire de l'époque. La complainte du pauvre commun des pauvres laboureurs de France. Un poème anonyme, recueilli dans les chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, écrite entre 1400 et 1444. Une complainte qui n'est pas exempte de menaces contre l'Église et le roi. Ô très sainte mère l'Église, et vous très noble roi de France, si vous regardiez bien les choses en face, nous croyons que vous apercevriez et que vous verriez par vos yeux le feu bien près de vos demeures, qui pourrait bien vous brûler si vous n'y prenez garde. But do you see that? Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Il y a une coutume qui veut que certains événements importants dans la vie d'un roi soient suivis d'allégements fiscaux. Ces allégements rendent supportables aux yeux du peuple les dépenses excessives des dirigeants. Même cette coutume est bafouée. Le 25 septembre 1386, alors que la reine accouche d'un premier fils, 0 allègement, on ne change rien. Pire, en 1389, pour un événement de grande ampleur, l'entrée de la reine, Isabelle de Bavière, dans Paris. Là, le petit roi met le paquet. À l'entrée de la ville, on dresse un faux ciel étoilé, où de jeunes enfants habillés en anges récitent des cantiques. Un homme déguisé en ange, qui grâce à des appareils bien conçus, vole des tours de Notre-Dame jusqu'au pont pour poser une couronne de fleurs sur la tête de la reine. Devant le Châtelet, une statue de cerf, de la taille du palais de la Cité, rappelant la vision mystique du roi enfant, entièrement blanc, avec des bois dorés et un homme caché à l'intérieur qui en actionne les yeux, les cornes, la bouche. C'est une fête qui n'est pas seulement totalement cinglée, mais coûteuse. Le peuple attend un petit quelque chose lui aussi. Il va être déçu. Comme l'écrit Jean Juvénal des Ursins, la population espérait qu'à l'occasion de la venue de la reine et de son couronnement, elle bénéficierait de quelques allègements d'impôts et de taxes. Mais il n'y eut aucune diminution et la gabelle du sel fut même augmentée. C'est raide. Dans certaines régions, ça va si loin que les foules quittent carrément le pays. Au Languedoc, par exemple, 40 000 familles fuient suite aux extorsions du duc de Berry.
En 1389, Charles VI a 21 ans, ce n'est plus un enfant. Il se rend compte qu'il y a un problème. Il s'en remet alors aux anciens conseillers de son père, que les oncles avaient évincés lors de leur régence. Ceux qu'on appelle les marmoussés, un terme péjoratif qu'on a adopté tardivement, extrait de la chronique de Froissart, où il n'apparaît d'ailleurs qu'une fois, et qui désigne initialement des singes ou des statuettes décoratives, mais que des conspirateurs de l'époque utilisent alors pour désigner les conseillers du roi. Ce sont par exemple Jean de Montaigu, qui s'occupe des finances, ou le connétable Olivier de Clisson. Ils n'appartiennent pas à la noblesse de sang. Ils sont partisans d'un État correctement administré, avec une pression fiscale moindre et l'instauration d'un gouvernement central responsable, avec un personnel administratif choisi sur un critère de compétence par examen. Les oncles, est-ce utile de préciser, les détestent. Olivier de Clisson vit place du marché Sainte-Catherine. Le jeudi 13 juin 1392, un noble breton, Pierre de Craon, se jette sur lui pour le tuer. Il le laisse pour mort. Mais il n'est pas mort, Clisson. C'est ballot. Pierre de Craon va alors se réfugier chez le duc de Bretagne, Jean IV. Et le roi décide de lui donner une punition exemplaire. Alors le 5 août 1392, dans la forêt du Mans, alors que notre petit César de Wisch part remonter les bretelles de Jean IV, c'est une nouvelle rencontre mystérieuse. Mais ce n'est pas un cerf qu'il voit cette fois. C'est un homme au visage défiguré qui sort du bois et se met en travers de la route. Le religieux de Saint-Denis, qui était présent, dit de lui qu'il était repoussant. Froissart, qui n'était pas présent, ajoute qu'il était nu-tête, pieds nus et vêtu d'une cotte de bure blanche. Au roi, il lance un avertissement. « Ne va pas plus loin, noble roi, car tu es trahi », selon le religieux de Saint-Denis. « Roi, ne chevauche pas plus avant, mais retourne, car tu es trahi », selon Froissart. Et quelques heures plus tard, alors qu'un page s'endort sur son cheval et laisse tomber sa lance sur le casque d'un autre, Charles est pris d'une crise maniaque et se met à taper dans le tas. Résultat des courses, il embroche 4 des siens et rate même de peu son propre frère, Louis. Un de ses chambellans le ceinture comme un forcené. Il perd connaissance. On le ramène à la maison, on le met au lit. Il reste inconscient pendant 2 jours. Puis il se rétablit, lentement. Les tontons de Bourgogne et du Berry profitent de ce temps de rétablissement pour dissoudre le conseil des marmoussés. On remet une pièce dans la machine. Le jeune roi adore les fêtes. Alors on va le distraire par des fêtes. Et 6 mois plus tard, alors que le petit Charles va un peu mieux, c'est le fameux bal des Ardents dans l'hôtel Saint-Paul, le 28 janvier 1393. Grand malheur. Le bal des Ardents, c'était initialement une fête donnée en l'honneur d'une des demoiselles d'honneur de sa femme, Isabelle de Bavière, une certaine Catherine, qui se marie pour la 3e fois. On en profite pour faire un gigantesque bal masqué qui puisse distraire le roi, un charivari. C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire. À l'instigation de son copain, Hugues de Guizet, Charles et 4 autres de leurs potes décident de faire les zouaves. Ils se déguisent en hommes sauvages, dans des costumes en lin cousus directement sur eux. Ils s'induisent de pois recouverts de plumes et de poils d'étoupe, avec des masques de même matériaux pour dissimuler leurs identités. Pour compléter le tout, ils se lient les uns les autres avec une chaîne. Puis, lorsque les lumières s'éteignent, ils apparaissent et se glissent au milieu des invités, en hurlant comme des loups, lançant des obscénités à la foule et invitant l'audience à tenter de deviner leur identité. Pour faire bref, écrit Juvénal des Ursins, les déguisements prirent feu, or ceux-ci étaient bien cousus et lacés. Quel malheur de voir ces hommes embrasés, qui bien qu'enchaînés ensemble, tentaient de se séparer. Le roi était de ces sauvages. Froissart apporte un autre élément qui explique l'embrasement. Le frère du roi, Louis d'Orléans, aurait pris une torche pour essayer de reconnaître les copains déguisés, et c'est cette torche qui serait à l'origine de l'incendie. C'est moins une pour Charles, qui survit. Et l'un d'entre eux, Augien de Nantouillet, réussit à se libérer de sa chaîne et plonger dans un cuvier servant à rincer les tasses.
Mais les 4 autres amis du roi se transforment en torches vivantes. Le premier meurt sur place, les 2 suivants après avoir agonisé 2 jours durant. Le dernier, Hugues de Guizet, l'instigateur, survit un jour de plus, en maudissant et insultant ses camarades, les morts comme les vivants, jusqu'à son dernier souffle, écrit le religieux de Saint-Denis. Au sortir de ce bal, nouvelle crise. Charles s'enfonce dans le silence. 4 mois plus tard, il se réveille, mais il ne se reconnaît plus. Il croit qu'il s'appelle Georges et qu'il n'a jamais été roi. Il ne reconnaît ni sa femme Isabelle, ni son frère Louis. La seule personne qu'il supporte encore, c'est la femme de son frère, Valentina Visconti, la demi-sœur du duc de Milan. Elle est notoirement très intelligente, cultivée, littéraire comme son mari. Mais elle vient de Lombardie, où, paraît-il, plus que partout ailleurs, on userait de poison et de sortilèges. Et son père a lui aussi une réputation d'empoisonneur. Froissart écrit donc dans sa chronique « Il courait sur elle le scandale général et la croyance que toutes les infirmités que le roi avait eues et avait encore, sur lesquelles nul médecin ne pouvait conseiller, venaient d'elle par César et ses sorts. » Pour éviter le scandale, la pauvre Valentina se voit obligée de quitter Paris. La reine, Isabelle de Bavière, elle, se terre dans l'hôtel Barbette. L'état altéré du roi n'arrange rien à l'opposition entre marmousset et seigneur, mais elle fait surtout apparaître un new player in town, son frère, Louis d'Orléans. C'est le candidat à la régence, susceptible d'exercer le pouvoir jusqu'à ce que le dauphin soit en âge de reprendre le titre. Or, Louis n'est pas du tout sur la même ligne que ses oncles, c'est le moins qu'on puisse dire. En particulier la ligne du tonton de Bourgogne, Philippe, le duc le plus puissant et le plus riche. Le plus puissant et le plus riche parce qu'il possède désormais la Flandre, productrice de tissus. Philippe de Bourgogne ne va pas tarder à mourir, le 27 avril 1404, mais ce sera pire. Parce que 2 fortes personnalités vont alors s'opposer. Louis d'Orléans et le fils du duc de Bourgogne, maintenant duc lui-même, Jean, dit Jean sans peur. Ils ne peuvent pas se supporter et c'est peu de le dire. Ce sont 2 personnalités, 2 physiques et 2 géopolitiques aux antipodes. Un peu comme Villepin et Sarkozy. Oui, c'est anachronique, je sais. Vous étiez très beau, vous, en sortant de l'eau. Hein. Il aurait dû Ursula Andress dans le James Bond. Là. Ah, vous connaissez vos classiques, Nicolas. Là où l'autre dieu, là, comment il s'appelle, celui qui est très beau? Apollon. Apollon. Louis d'Orléans, c'est le playboy. Classe, cultivé, les portraits qu'on fera de lui seront d'apparence contradictoire, selon qu'on se situe du côté des Bourguignons ou de leurs opposants. Les Bourguignons l'ont présenté comme un débauché, égoïste et cynique, jouant au dé et cocufiant inlassablement sa femme. Ses partisans le représentent au contraire comme un jeune homme très gentil et très humble. La poétesse Christine de Pisan, dont il est le mécène, par exemple. Il fait preuve dans son discours d'une noblesse et d'une humilité exemplaires, sans jamais se départir de son calme, offrant ainsi un spectacle de toute beauté. Il est bon, il ne croit pas le mal qu'on lui rapporte d'autrui, et surtout, il n'aime pas entendre dire du mal des femmes. Autre trait de personnalité plus étrange, sans doute propagé par les partisans de Jean sans peur. On prétend qu'à l'instar de sa femme, Valentina Visconti, il pratique la sorcellerie pour arriver à ses fins. Jean de Bourgogne, lui, est sournois. C'est un affairiste. C'est aussi un très bon communicant, pour ne pas dire un baratineur. Comme son père, il sait parler aux industriels et aux marchands. Il fait également semblant de souscrire aux demandes du peuple et parle sans arrêt de faire diminuer les taxes, même s'il ne se gêne pas pour en profiter lui-même à la première occasion. Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite, et 20 ans que je refuse. Mais je pense qu'avec tout ce que a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Son nom est déjà une imposture. Jean sans peur s'est contenté de participer à la bataille de Nicopolis le 25 septembre 1396. Une bataille, fruit d'une expédition que son père a intensément financée en faisant douiller ses régions. Les croisés français, menés par Jean, sont allés prêter main forte au roi Sigismond de Hongrie, qui combattait contre les Ottomans en Valaquie, menés par le sultan Bajazet. Les Français réclament d'être à l'avant-garde de l'attaque contre les Turcs. Les Hongrois ne sont pas d'accord, ok, mais c'est qui le patron? Les Français attaquent un groupe de fantassins légers qu'ils abattent facilement et croient alors avoir gagné. Youpi! Youpi! Les surprises, c'était un piège.
Et les janissaires, cavaliers, fantassins et archers d'élite du sultan prennent aussitôt l'armée française en tenaille. Cette dernière succombe sous les flèches de Bajazet. Il est bien connu que la responsabilité de cette défaite des chrétiens et des Français était imputable à l'orgueil des Français qui n'avaient pas voulu écouter le roi de Hongrie, écrit Jean Juvénal les Ursins. Une hécatombe. Des 1000 soldats français présents, seuls 28 survivent. Encore sont-ils faits prisonniers et on doit dépenser une blinde pour libérer ce fumiste de gens, 200 000 ducats, ce qui occasionne évidemment une levée d'impôts extraordinaire. Et pourtant, sur son chemin, écrit Bertrand Schnerb, il est accueilli en triomphateur et dans un enthousiasme général, tant l'aventure de la croisade reste entourée d'un immense prestige aux yeux de tous. Ouais, la croisade. La croisade. C'est cette illusion de grandeur avec laquelle Jean sans peur s'est joué, qui pourrait le définir à nos yeux. Cette invraisemblable capacité qu'ont les hommes à aimer entendre qu'ils sont vainqueurs quand ils sont vaincus et puissants lorsqu'ils sont faibles. Make the kingdom of France great again. Louis d'Orléans était fermement opposé à l'envoi de troupes à Nicopolis et ne croyait pas à cette croisade contre les Turcs. Ce n'est pas parce que Louis est un islamo-gauchiste ou un wokiste. Non, mais il faut le dire! C'est parce qu'il y a alors un vrai danger pour les Français, mais qu'ils se payent de leur fantasme de croisade au lieu d'y prêter attention. Ce danger, c'est le changement de pouvoir qui a lieu en Angleterre. Les débuts de Richard II étaient comparables à ceux de Charles VI. Il était sous la tutelle de ses oncles et il a réprimé salement les émeutes de la faim nées des impositions les plus inutiles et infectes. Mais il avait, au moins, la volonté de mettre fin à la guerre entre Français et Anglais. Des trêves ont été signées à Lollingham en 1388 et renouvelées en 1389 et 1394. Cependant, en 1399, le duc de Lancastre, son cousin, destitue Richard II, le fait tuer en prison et se fait couronner sous le nom d'Henri IV. À partir de ce moment, Louis d'Orléans est de plus en plus belliqueux avec l'Angleterre. Et il n'a pas tort. Les Lancastres ont bien des visées explicitement expansionnistes, qui exploseront au grand jour lors de l'avènement de son fils Henri V. Le problème, c'est que Louis d'Orléans fait les choses un peu n'importe comment. Il ne consulte pas les oncles. Il menace directement le roi d'Angleterre, le traite d'usurpateur et le décrète responsable de la mort de Richard II. De plus, il n'a absolument aucune conscience sociale, ce qui l'entraîne à faire en 1405 une énième levée d'impôts pour préparer la guerre contre les Anglais, extraordinairement lourde, 1 800 000 livres. Très mauvais plan. Face à Louis d'Orléans, Jean sans peur peut alors apparaître comme un champion du peuple en se montrant hostile aux levées d'impôts. Alors que ce ne sont pas les impôts son problème. Son problème, c'est qu'il n'a aucune envie que la France combatte contre l'Angleterre. Jean sans peur possède la Flandre. Et ce sont les moutons anglais qui fournissent la laine de son industrie drapière. Il serait ruiné par un embargo. D'autre part, c'est sur le marché anglais que le commerce du drap flamand trouve une partie de ses débouchés. Il ne va pas cracher dans la main qu'il nourrit. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Leur querelle est publique. Elle devient publicitaire. Louis d'Orléans prend comme emblème le bâton noueux, le gourdin. Jean sans peur réplique en prenant le rabot. De plus, des rumeurs commencent à circuler concernant Louis d'Orléans, fruit de la propagande bourguignonne. On l'accuse d'entretenir une liaison avec la reine, Isabelle de Bavière. Dernière stratégie signée Louis d'Orléans qui va se retourner contre lui, il modifie la composition du Conseil royal. Il réduit les 51 conseillers à 26, dont 20 alliés à lui, 4 neutres et seulement 2 pro-Jean sans peur. Ce dernier n'a plus d'autre issue que de préparer l'élimination physique de son rival, écrit Schnerb. En effet, jouant le tout pour le tout, Jean sans peur décide alors de tout simplement faire tuer Louis d'Orléans. Et pourquoi pas ? Cet assassinat va nécessiter 6 mois de préparation. À la fin du mois de juin 1407, un homme qui se prétend étudiant se présente pour louer une maison près de l'hôtel Saint-Paul. Il trouve une maison abandonnée, près de l'hôtel Barbette, pas loin du croisement des actuelles rues Vieille du Temple et des Rosiers. Il s'y installe avec plusieurs complices. Ils sont menés par un escroc, dont les détournements de fonds avaient été dénoncés précédemment par Louis d'Orléans, un certain Raoul d'Anctonville, recruté par Jean sans peur. Plusieurs mois d'observation sont nécessaires à la mise en place du guet-apens. Il aura lieu 3 jours après des réconciliations officielles et publiques entre Jean sans peur et Louis d'Orléans. Réconciliation accompagnée d'un serment réciproque devant l'autel et d'une communion. La mafia italienne n'a décidément rien inventé. Et le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans est assassiné.
Il venait de quitter sa belle-sœur, Isabelle de Bavière, à l'hôtel Barbette. Selon le religieux de Saint-Denis, il venait la consoler de la perte de son nouveau-né, Philippe. Selon Jean Juvénal des Ursins, il était venu se divertir, passer du bon temps. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Il y a eu tant de rumeurs concernant la vie sexuelle de Louis d'Orléans ou celle d'Isabelle de Bavière. Celles-ci peuvent venir de faits réels, mais elles peuvent aussi venir du super réseau de Fake news. avant l'heure, monté par Jean sans peur. Louis d'Orléans est alors piégé par un valet du roi qui travaille en sous-main pour Jean sans peur, un certain Thomas de Courteheuse, qui lui fait croire que le roi le mande de toute urgence. Une voisine, Jaquette Giffard, dira avoir vu depuis sa fenêtre le seigneur qui jouait avec un gant ou une moufle, et il lui a semblé qu'il chantonnait. Puis, après avoir mis son enfant au lit, Jaquette a entendu crier « À mort, à mort !» et est revenu à la fenêtre pour voir le seigneur à genoux au milieu de la rue, entouré de 7 à 8 hommes masqués, armés d'épées et de haches. Ce film comporte des scènes de violence s'adressant à un auditoire adulte et averti. Le beau gosse est démembré à coups de hache. Son bras droit est tranché au coude et au poignet, son crâne est explosé, la cervelle répandue sur le pavé, son poing gauche, enfin, fait des ricochets sur le trottoir et se perd dans une rigole. Guillaume de Tignonville, le prévôt de Paris, mène l'enquête. Il trouve très vite la maison louée par les assassins et reconstitue l'itinéraire des tueurs en suivant les chausses-trappes qu'ils ont lancées au cours de leur fuite pour ralentir d'éventuels poursuivants. Il arrive même à retracer leur parcours jusqu'à l'hôtel d'Artois, la résidence parisienne de Jean de Bourgogne. Ce dernier se met alors à flipper. Elementary, my dear Holmes. Il avoue tout à ses oncles et cousins, les ducs de Berry et d'Anjou. « C'est moi, le diable m'a tenté !» Puis après s'être confessé, Jean sans peur, tu parles, quitte précipitamment Paris et file vers la Flandre. Mais le duc de Bourgogne n'a pas besoin de se faire dessus comme ça. La cour ne va pas tarder à faire machine arrière. Et plutôt que de le condamner pour avoir tué le frère du roi, elle va tenter de le remettre en grâce, car elle sait qu'il est non seulement très riche, mais de plus très populaire chez les Parisiens. Et son crime du 23 novembre va le transformer en héros. Il a éliminé celui qui saignait le peuple avec ses fichus impôts. Il est peut-être celui qui nous sauvera. C'est ce que les autorités françaises croient. Ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que, ayant triomphé dans le crime, Jean de Bourgogne ne va gouverner que dans la guerre civile. Elle m'intéresse cette histoire pour montrer qu'un pays peut être à feu et à sang sans qu'il y ait besoin qu'un autre pays vienne mettre son nez là-dedans. Et en gros, ce qui s'est passé de pire pendant la guerre de 100 ans, ça vient pas des Anglais, ça vient des Français contre eux-mêmes. Et la façon dont les Français se sont battus contre eux-mêmes. Ils n'ont pas eu besoin d'aide extérieure. Ils ont fait ça tout seuls comme des grands. Et c'est pas venu du peuple. C'est venu du haut de la société, des querelles entre seigneurs. Donc les seigneurs, quand ils ne peuvent pas se piffer, qui veulent le pouvoir, ils peuvent vraiment foutre le pays dans un état lamentable. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui m'a intéressé. C'est comment ça fonctionne une guerre civile. Qu'est-ce qui provoque une guerre civile? C'est pas vraiment deux camps qui sont opposés pour des raisons différentes. C'est pas vrai. C'est pas une querelle d'idées. C'est pas vrai. C'est juste deux groupes avec des intérêts bien compris qui vont réussir par des fake news, des rumeurs et des espèces de leviers de pression de foutre le pays entier en guerre, mais pour rien, quoi. Juste pour leur petit nombril, pour leurs petits problèmes de merde. Donc, comme vous voyez, tout a disparu. Ici, tout ce bout de quartier là, avec la rue Beautreilly, la rue Charles V, la rue des Lions-Saint-Paul, c'était l'endroit de l'hôtel Saint-Paul. C'est là où le roi Charles V avait décidé d'installer le château du roi et où son fils, l'infortuné Charles VI, a vécu toute sa vie de roi, dont les 30 ans de sa folie. Les 30 ans de sa folie sont passés ici. Le cœur de l'action de tout l'épisode se situe dans une poignée de rues les unes collées aux autres et où a disparu presque toute trace de la présence de ces événements. Certes, c'était il y a longtemps, mais je pense qu'il y a, consciemment ou inconsciemment, le désir d'oublier cette histoire, qui est une histoire honteuse. L'épisode de la guerre civile, il est injustifiable, à aucun niveau. Alors là, on se retrouve exactement ici, où c'est le parvis des 260 enfants. C'est à peu près là où a été assassiné à coups de hache Louis d'Orléans. Donc c'est le point de départ de la guerre des Armagnacs et des Bourguignons. Le Paris le plus ensanglanté qu'on a connu. Et tout part d'ici,
du moment où, pour régler un conflit politique entre deux personnes, Jean sans peur a choisi la voie la plus courte, c'est-à-dire assassiner son rival. Ces taureaux étranges qui sont là et qui sont maintenant sur une école étaient sans doute initialement, d'après les recherches que j'ai faites, liés à un abattoir. Mais alors, c'est déjà bizarre de mettre des taureaux de sacrifice assyrien sur un abattoir. Donc je ne sais pas pourquoi on a ces taureaux. Mais ces taureaux, ils regardent bien là où, a priori, le crime de Louis d'Orléans a eu lieu, quoi. Ça donne une charge symbolique encore avec les couches d'histoire successives de Paris. Ils ont mis 6 mois à organiser ce crime pour qu'il soit pas chopé. Il est chopé en 24 heures. Parce que la grande idée, c'est de jeter des pièges derrière eux pour pas être attrapé trop vite. Et ces pièges, ça fait un chemin. Voilà. Alors, la troupe de petits rigolos, là, le bande de tueurs qui se sont débarrassés de Louis d'Orléans à la hache. Ils sont partis à cheval. Ils sont partis à cheval depuis ce qu'on a vu là au coin de la rue Vieille du Temple. Et ils sont partis à cheval en jetant derrière eux des pièges pour qu'on les rattrape pas, mais qui ont permis d'identifier leur chemin. Donc dès le lendemain, on a su où ils étaient allés. Ils sont allés ici. C'est sans doute le lieu d'où est parti le plus de décisions atroces. Comment Jean sans peur va prendre Paris ? Tout d'abord, depuis Arras, il prépare l'opinion en lançant un manifeste dès la mi-février, adressé aux rois, ducs, comtes et autres princes, prélats et barons et tous autres, clercs et laïcs. Le devoir de chacun, y écrit-il, est de défendre et de soutenir le roi. Or, Louis d'Orléans ne lui voulait que du mal. Jean sans peur a donc rendu service au roi. Pour appuyer sa défense, Jean sans peur corrompt sans trop de difficulté un universitaire, Jean Petit, un professeur alors très en vue. Ce dernier lui pond une justification détaillée de son crime. Justification connue depuis sous le nom d'apologie du tyrannicide. Le docteur fait bien son boulot. Il faut dire qu'il est attaché par serment depuis 3 ans à Jean sans peur, de qui il reçoit une pension. La justification est lue en public le 18 mars 1408 dans la grande salle de l'hôtel Saint-Paul. Elle va durer 4 heures, de 10h à 14h. C'est un texte interminable, une purge, construite à partir d'un syllogisme avec une majeure, une mineure et une conclusion. La majeure. Il est bon, licite, honorable et méritoire de tuer un tyran, traître, coupable de lèse-majesté. La mineure, Louis d'Orléans était un tyran, un traître. La conclusion, Jean sans peur a fait œuvre bonne, licite et méritoire en tuant Louis d'Orléans. Cette justification est une sorte de chef-d'œuvre du grand n'importe quoi. Pour la majeure, Jean Petit tord tous ces classiques, d'Aristote aux évangiles, pour leur faire dire qu'il y a une hiérarchie des crimes et de leurs victimes comparable à la hiérarchie sociale. Non. Un crime est plus grave s'il touche un baron qu'un chevalier, un comte qu'un baron, un duc qu'un comte, un roi qu'un frère de roi. En montant de degré en degré, l'obligation est plus grande de vouloir garder ou désirer le salut du roi et le bien de la chose publique. Une fois sa majeure avalée, il se lance dans sa mineure en accumulant toutes les rumeurs possibles et imaginables afin de faire passer l'idée que Louis d'Orléans avait pour projet l'assassinat de son frère. Il aurait tenté de le tuer publiquement aux balles ardents en l'incendiant avec la torche. Il aurait tenté de l'assassiner avec les poisons et les sortilèges de sa femme Valentina. Il était coupable contre le roi, mais aussi contre Dieu et la morale, parce qu'il faisait de la magie noire et était débauché. L'universitaire va jusqu'à prétendre que Louis d'Orléans est le mystérieux traître dénoncé par l'homme des bois dans la forêt du Mans. Et ce serait donc la raison pour laquelle Jean sans peur l'aurait fait assassiner avant qu'il ne finisse par réussir à achever son crime. Le duc de Bourgogne a fait acte licite, honorable et méritoire en faisant disparaître un vrai tyran. Cette argumentation paraissait très étrange à certaines personnes bien connues et à des clercs, écrit à son sujet Jean Juvénal des Ursins, mais aucun homme ne fut assez hardi pour porter la contradiction. Bien. La masterclass de Jean Petit va même être diffusée dans tout le royaume, dans des versions parfois enluminées, où Jean sans peur se fait représenter en lion, tuant le loup orléanais pour protéger la tente royale. Celle qu'il a en travers de la gorge, c'est la femme de Louis, Valentina Visconti. Elle demande au roi de faire justice du meurtre de son mari. Mais le roi ne se souvient même pas de son propre nom. Autant demander à Joe Biden de se souvenir si son fils est mort ou vivant. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from Germany.
Et Valentina meurt 1 an plus tard, de colère et de chagrin, dit-on, ce qui met fin à son action en justice. Quelle pitié d'entendre, avant sa mort, ses regrets et ses plaintes, ajoute des Ursins. Elle laisse un fils qu'elle a eu avec Louis, Charles d'Orléans, né en 1394. Il a 13 ans à la mort de son père, 14 à celle de sa mère. Pour l'instant, il se tait, mais on réentendra parler de lui. Désormais lavé de son crime, et même traité en héros et en sauveur, Jean de Bourgogne commence par se venger du prévôt qui avait réussi à l'identifier, Guillaume de Tignonville, en le faisant destituer. Puis il se débarrasse du marmousset préféré du roi, Jean de Montaigu, le responsable des finances. Il le fait arrêter le 17 octobre, et après une parodie de procès, on le juge traître et coupable de la maladie du roi, on lui coupe la tête et on pend son cadavre acéphale au gibet de Montfaucon. Et dès le 20 octobre, Jean sans peur prétend s'atteler à la réforme des finances. Mais en réalité, il crée une commission répressive pour désigner des coupables parmi ses ennemis et sans véritablement apporter d'amélioration. Et ceux qui s'attendaient à payer moins d'impôts vont être déçus. Le duc de Bourgogne imposa de lourds impôts à Paris et ailleurs, écrit des Ursins. Aucune excuse n'était admise. La situation empirait, dégénérant en grandes discussions, graves dissensions, émeutes et actes de guerre. Entre 1409 et 1413, le grand opposant à l'imposition, le champion du peuple, qu'est Jean sans peur, se récupère ainsi 1 million de francs. Tranquille, le chat, à sa décharge. De nouveaux impôts sont bien désormais nécessaires et même indispensables. Mais pas pour mener la guerre aux Anglais, ni même aux Turcs. Pour mener la guerre aux anciens partisans de Louis d'Orléans, ceux qu'on va appeler les Armagnacs. Pourquoi ? Parce que tous les lésés, et ils sont nombreux, sont déjà regroupés et rabattus sur Bernard VII, le comte d'Armagnac. Lui, ce n'est pas un raffiné. Ce n'est pas un dandy lettré, chantonnant dans la ruelle où il va se faire trucider. Homme très cruel et tyran sans pitié, comme dit de lui l'auteur anonyme, mais généralement assez pro-bourguignon, du journal d'un bourgeois de Paris. Bernard d'Armagnac prend la tête de la faction au moment où il marie sa fille Bonne à Charles d'Orléans, le fils désormais orphelin de Louis et Valentina. Il associe les ducs de Berry, de Bourbon et de Bretagne à sa guerre, et il recrute dans le Midi des bandes qui s'approchent de Paris en ravageant la Picardie et l'Île-de-France. Face à ces armées de milliers d'hommes qui avancent de village en village et ont des sympathisants dans Paris, comme dans l'administration de l'État, Jean sans peur doit trouver une force avec laquelle s'allier. Et il choisit alors les mecs les plus dangereux de la ville. La Corporation des bouchers de Paris, dirigée par Simon le Coutelier, dit Caboche. Quand on arrive en ville. La Corporation des bouchers est riche, mais très mal intégrée, ce qui en fait un atout pour Jean sans peur, dans un premier temps du moins. Il peut confier aux cabochiens tous ses mauvais coups, sans avoir à les assumer. À chaque opposition politique de ses adversaires, Jean sans peur répond en lançant une rumeur qui produit une émeute avec ses complices bouchers. Le 28 avril 1413, à la suite d'une opposition de ses adversaires à une levée d'impôts, Jean sans peur, avec les bouchers, lance une rumeur sur la volonté des princes d'emmener le roi au loin pour être maître de Paris. Et il pousse les Parisiens à s'emparer de la Bastille. À l'époque, la Bastide Saint-Antoine laisse Paris. À la Bastille, les bouchers mettent à mort le nouveau prévôt de Paris. Ils réclament la tête de 50 traîtres, bien choisis parmi ceux que Jean sans peur voit comme des adversaires. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. 10 jours plus tard, les 9, 10 et 11 mai, afin de faire pression sur la famille royale, les émeutes reprennent. Mais cette fois-ci, ça dépasse les attentes de Jean sans peur. Les cabochiens investissent l'hôtel Saint-Paul, prennent en otage le roi, la reine, le dauphin, les membres du gouvernement et sont à 2 doigts de destituer jusqu'aux Bourguignons eux-mêmes. Jean sans peur prend peur à nouveau, mais de ses complices cette fois. La population parisienne appelle à son secours les Armagnacs, qui portent alors un emblème bien reconnaissable, l'écharpe blanche, et qui écrasent les bouchers. Jean sans peur fuit à nouveau vers la Flandre, mais sans prévenir un seul de ses hommes, les abandonnant au nouveau maître de la ville, c'est-à-dire Bernard d'Armagnac, bombardé connétable en 1413, et qui s'installe dans la résidence de Jean sans peur, l'hôtel d'Artois lui-même.
c'est le moment que les Anglais choisissent pour revenir. Surprise, motherfucker! En août 1415, Henri V se proclame roi de France et débarque sur la côte normande. Cette fois, c'est du sérieux. C'est un débarquement qu'il aurait été très facile d'empêcher, mais que la France de Jean sans peur, plongée dans la guerre civile, a ignoré. En septembre, Henri V prend Harfleur et reprend la route de Calais. L'armée française, surtout pourvue en Armagnac, se réveille enfin et s'oppose à lui à Azincourt le 25 octobre 1415. Un désastre. Les Anglais ne pensaient même pas que ce serait si facile. Ils étaient en sous-nombre, 7 000 hommes contre 15 000 à 20 000 Français. Mais le terrain est petit et trempé par une pluie battante, englué dans la boue, les Français trop nombreux font des cibles parfaites pour les archers anglais. C'est Roussebec à l'envers, la revanche mystique des Flamands. César ne leur donne plus rien. Les abordant de face, les Français sont stoppés par les flèches des Anglais et se replient bientôt en désordre. En une demi-heure, la défaite française est pliée. Jean sans peur sentait sans doute que ça allait barder. Il n'est pas venu. En revanche, il a laissé ses 2 frères s'y rendre, Antoine et Philippe, qui meurent au combat tous les 2. Le jeune Charles d'Orléans, le fils de Louis et de Valentina Visconti, y allait lui aussi. Il n'a que 21 ans. Il est fait prisonnier et il va passer ensuite 25 ans dans les prisons anglaises. Jean sans peur publie un nouveau manifeste qu'il envoie dans tout le royaume. Il rejette toutes les fautes sur les Armagnacs, désignés comme des traîtres et des séditieux. Il appelle tous les sujets du roi à lui apporter du soutien dans sa guerre et promet au pauvre peuple d'abolir les emprunts, subsides, gabelles et autres exactions quelconques. Parole, parole. Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Parmi ceux qui s'allient aux Bourguignons, le capitaine Jean de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam, un opportuniste qui avait précédemment tenté de rejoindre le camp Armagnac mais avait été rejeté, et Isabelle de Bavière elle-même. Incroyable, incroyable. Face à cette coalition, Isabelle Jean sans peur, les Armagnacs publient une ordonnance le 6 novembre 1417. La lieutenance générale est confiée au nouveau dauphin, Charles VII, 14 ans, qui vient de succéder à ses 2 frères aînés morts prématurément et annule toute délégation de pouvoir à la reine qu'il juge influencée par Jean sans peur et même hostile à leur cause. Ça ne sert pas à grand-chose. Avec des Anglais dans son armée et des soutiens locaux parmi les bourgeois et les universitaires, les troupes bourguignonnes, menées par Jean de Villiers, reprennent Paris dans la nuit du 28 au 29 mai 1418. Jean sans peur est de retour. Jack is back. Son objectif est de débarrasser du dauphin lui-même, mais il le rate. Charles VII échappe in extremis grâce à des officiers armagnacs qui vont le cacher à Bourges pour organiser la résistance. Celui qui n'en réchappe pas en revanche, c'est Bernard d'Armagnac, le chef de la faction. Il est tué lors des massacres du 12 juin, 1500 morts. Des massacres ordonnés par Jean sans peur et exécutés sous le contrôle, cette fois, du bourreau de Paris, la nouvelle coqueluche, Capluche. On ne pleurera pas le sanguinaire Bernard d'Armagnac, mais tout de même, on s'acharne sur son corps à la Kadhafi. On arrache une bande de chair de sa poitrine et on la lui place en écharpe pour parodier l'emblème de son parti. On promène son cadavre pendant 3 jours avant de le jeter sur du fumier. Capluche devient très populaire et Jean sans peur n'aime pas ça. Après une énième émeute en août, pendant laquelle, selon les chroniqueurs, on éventre une femme enceinte et on raille le fœtus en disant « Regardez ce petit chien qui se remue », Jean sans peur met en état d'arrestation et fait condamner à mort son nouveau complice. L'auteur du Journal d'un bourgeois de Paris est présent lors de son exécution. Ça avait l'air cocasse quand on est sensible à ce genre d'humour. Je cite le bourgeois de Paris. Le bourreau de Paris enseigna au nouveau bourreau la manière de couper les têtes. Il enseigna la façon de trancher son cou et sa tête et tailla un peu le bois avec son couteau comme s'il s'apprêtait à exécuter un autre que lui, ce qui ébahit tout le monde. Après, il demanda pardon à Dieu et fut décapité par son valet. Pendant ce temps, Henri V achève la conquête de la Normandie et il s'empare de Rouen le 19 janvier 1419. C'est le moment de la vengeance, comme dans un mauvais film américain. L'assassinat de Jean de Bourgogne par le dauphin, Charles VII, le 10 septembre 1419. Jean sans peur et Charles VII, accompagnés de leur escorte, se retrouvent sur le pont de Montereau pour une tentative de réconciliation. Au début de la rencontre,
Jean sans peur s'agenouille devant le dauphin. Charles lui prend la main et le fait se relever, et soudain, les chevaliers de Charles se jettent sur lui pour le tuer à coups de hache. Pas mieux que Richard II à Fountain Court. Il s'en faut même de peu pour qu'on jette le cadavre dans l'Yonne, à la Ben Laden. Ce sont les curés de Montereau qui interviennent et exigent que le duc ait une sépulture. Très mauvais plan tout ça, on s'en doute. Maintenant que Jean sans peur est mort, que va-t-il se passer ? Eh bien, le capitaine Jean de Villiers, désormais gouverneur de Paris, et le fils de Jean sans peur, Philippe le Bon, se vendent tout simplement à l'ennemi. Le 29 avril 1420, De Villiers signe un traité de paix franco-anglais et laisse des garnisons prendre possession de la Bastille et du Louvre. Philippe le Bon prépare, lui, pour le 21 mai 1420, le traité de Troyes, une sorte de chef-d'œuvre de trahison et de cynisme. Isabelle de Bavière déshérite son propre fils au profit d'Henri V, roi d'Angleterre, qui épouse Catherine de Valois, la fille d'Isabelle et de Charles VI. Charles VI, présent mais à l'ouest, accorde tout ce qu'on lui demande. Il déboute son fils, violant les coutumes et les traditions du royaume. Henri V est désormais roi d'Angleterre et héritier de France. On stipule qu'il deviendra roi de France à la mort de Charles VI. Les Armagnacs dénoncent le traité, disant que le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. Les Bourguignons relancent leur espèce de réseau de fake news en disant que Charles VII n'est pas le vrai fils de Charles VI, mais un bâtard. Super tes nouveaux copains, Isabelle. Et Charles VI meurt le 21 octobre 1422 à l'hôtel Saint-Paul, âgé de 54 ans, après plus de 40 ans de règne, dont 30 hors de l'histoire, out of this world. Il meurt à peine quelques mois après le roi d'Angleterre Henri V. De quoi meurt-il ? Peut-être qu'il a pris froid et qu'il était trop faible pour combattre un rhume ou une fièvre. On ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que lorsque Charles VI meurt, les Français le pleurent. Et semble-t-il, sincèrement. Tous les vrais Français pleurèrent comme pour la mort d'un fils unique, écrit le religieux de Saint-Denis. Et Christine de Pisan avait été témoin que lorsque le roi venait en bonne convalescence, elle avait souvent vu la foule, femmes et enfants et toutes gens, courir par les rues pour le voir passer, réjoui de l'avoir vu, pleurant presque de compassion de son infirmité et de sa souffrance. Enfin, le bourgeois de Paris voit le peuple se répandre en grandes plaintes à sa mort. Très cher prince, jamais n'auront si bon, jamais ne te verront, maudite soit la mort, jamais n'auront que guerre, puisque tu nous as laissés. Oui, il semblerait que malgré un très mauvais début, et contrairement à ce qu'écrira Simone Veil, les Français ont fini par aimer Charles VI. Mais ils ne l'ont aimé ni pour sa justice, ni pour sa force. Ils l'ont aimé pour sa folie. Ils l'ont aimé pour son malheur. Aujourd'hui encore, on a bien du mal à dire de quoi le roi était malade. Les spécialistes ne s'accordent pas sur un diagnostic de sa folie. Alors à quoi ressemblait-elle ? À des accès de violence, suivis de moments d'apathie. Il écrase la vaisselle, casse les vitraux, arrache les tentures, déchire les broderies. Le religieux de Saint-Denis parle de paroles insensées, gestes déplacés, une violence et une fureur incroyables. Par exemple, il refuse de se laver, et on ne peut pas le forcer. Et il mange excessivement salement. Quand il mangeait, il se comportait comme un loup, comme un glouton, écrit Jean Juvénal des Ursins. Impossible de le déshabiller. Il était couvert de poux, de vermine, de déchets de nourriture. Sans qu'on y prête attention, il avait enfoncé un morceau de fer dans son corps qui avait provoqué un chancre pourrissant sa chair. Personne n'osait approcher le roi pour lui prodiguer les soins indispensables. Quand il sort de sa folie, c'est pour y retomber peu de temps après. On recensera 52 crises successives. Lors de l'une d'entre elles, en juin 1393, il est persuadé qu'il est fait de verre. Il porte des cerceaux en acier autour du torse et se fait transporter dans un char rempli de coussins pour éviter de se briser. Par moments, il se met également à sauter et à danser de façon obscène. S'il apercevait ses armes et celles de la reine gravées ou peintes sur les vitraux sur les murs, écrit le religieux de Saint-Denis, il les effaçait en dansant d'une façon burlesque et inconvenante. Il prétendait qu'il s'appelait Georges et que ses armoiries étaient un lion traversé d'une épée. Mais pourquoi ne peut-on pas le soigner, ce roi ? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il a. Les médecins se suivent et échouent, les uns après les autres,
Impossible d'arriver à un diagnostic. Les siècles qui suivent essayeront de poser à nouveau un diagnostic. On invoquera l'hérédité, la consanguinité, la fièvre typhoïde, une intoxication alcoolique, une maladie vénérienne, mais rien ne colle vraiment. Les chroniqueurs de son temps se rapprochent peut-être de la cause de sa folie lorsqu'ils disent, comme des Ursins, la rumeur courait dans la population que la maladie du roi était une punition de Dieu à cause des lourds impôts qu'elle devait payer et qui n'étaient pas utilisés pour le bien commun. On se souvient de la vision de Charles VI enfant. Un cerf portant le diadème César m'a donné ceci. Mon hypothèse, c'est que sa folie est précisément ce que César lui a donné. C'est d'avoir cru qu'il était un grand homme et de n'avoir pas supporté de voir à quel point ce n'était pas vrai. À quel point le grand homme est un leurre. Charles VI, enfant, s'est confronté à la réalité derrière le mythe du grand homme, la misère du peuple, la corruption des seigneurs, les trahisons parmi les membres d'une même famille. Sa folie est une bien petite folie face à cette folie-là. La folie de César. Croire que les grands hommes existent, croire que les peuples en ont besoin pour être, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Une folie qui atteint même de grandes intelligences, comme celle du philosophe Hegel. Leur œuvre, écrit Hegel au sujet des grands hommes, est ce que visait la véritable volonté des autres. C'est pourquoi elle exerce sur eux un pouvoir qu'ils acceptent malgré les réticences de leur volonté consciente. Les populations taillées en pièces par César et ses successeurs disent qu'elles veulent vivre, mais en fait, inconsciemment, ce ne serait pas vrai. Elles accepteraient que le plus fort l'emporte sur eux, parce que c'est la volonté de l'esprit qui parle à travers lui. Et tout irait bien, s'il n'y avait pas les jaloux. Les jaloux de quoi? Mais de la grandeur du grand homme, pardi. Je cite encore Hegel. « Il n'y a pas de héros pour son valet de chambre, dit un proverbe connu. S'il en est ainsi, ce n'est pas parce que celui-là n'est pas un héros, mais parce que celui-ci n'est qu'un valet de chambre. » Oh là là! On va retourner faire le ménage alors. Revenons à Simone Veil. À Londres, en 1943, rédigeant les bases d'un patriotisme subordonné à la justice. Que dit-elle? Les Français sont affamés de grandeur. Mais aux malheureux, ce n'est pas de la grandeur romaine qu'il faut. Notre conception de la grandeur est la tare la plus grave. Notre conception de la grandeur est celle même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. Quoi qu'on inflige à Hitler, cela n'empêchera pas dans 20, 50, 100 ou 200 ans un petit garçon rêveur et solitaire, allemand ou non, de penser qu'Hitler a été un être grandiose, a eu de bout en bout un destin grandiose et de désirer de toute son âme un destin semblable. En ce cas, malheur à ses contemporains. Difficile de lui donner tort, alors que préconise Simone Veil dans notre rapport à l'histoire. Le seul châtiment capable de punir Hitler et de détourner de son exemple les petits garçons assoiffés de grandeur des siècles à venir. C'est une transformation si totale du sens de la grandeur qu'il en soit exclu. La pensée de la faiblesse peut enflammer l'amour comme celle de la force, mais c'est une flamme bien autrement pure. La compassion pour la fragilité est toujours liée à l'amour pour la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. Il y a une figure de cette époque sur laquelle on peut reporter notre amour, parce que sa grandeur vient de sa faiblesse, parce qu'il n'a pas supporté ce qu'il a vu, qu'il a échoué à y participer, mais qu'il en a fait quelque chose. Il en a fait autre chose. C'est l'autre Charles, le neveu du roi, le fils de Louis et de Valentina. C'est Charles d'Orléans. On l'a laissé à Azincourt, alors qu'il n'a que 21 ans et qu'il est fait prisonnier par les Anglais. On lui laisse la vie sauve, mais en échange d'une rançon de plusieurs centaines de milliers d'écus d'or, il va passer 25 ans en prison à essayer de réunir la somme en question. Il est déjà veuf, il va l'être une deuxième fois. Quand il n'avait que 12 ans, on l'avait marié à Isabelle de France, la fille de Charles VI, qui avait été précédemment mariée à Richard II d'Angleterre et qui était elle-même veuve. Elle meurt 3 ans plus tard. À 15 ans, Charles a perdu son père, sa mère et sa femme. Puis on l'a mariée à la fille de Bernard d'Armagnac. Bonne, au moment où le comte Cruel prenait la tête du courant opposé à Jean sans peur. Elle la verra pas très longtemps, puisqu'il est emprisonné à Azincourt. Elle meurt entre 1430 et 1435, alors qu'il est encore en prison. Pendant ce temps, tout ce temps, son occupation principale et sa seule joie
même si celle-ci est pleine de mélancolie, sera d'écrire de la poésie. Mon cœur est devenu ermite en l'ermitage de pensée, car fortune l'a trait d'épite, qui le hait maintes journées, s'est nouvellement alliée contre lui avec tristesse. Elles l'ont banni hors de liesse, place n'a où puis demeurer, fort au bois de mélancolie, il est content de s'y loger, si lui dis-je que c'est folie. Charles d'Orléans va alors devenir l'homme égaré qui ne sait où il va. Aveugle suis, et ne sait où aller doigt. De mon bâton, afin que ne fourvoie, je vais tâtant mon chemin çà et là. C'est grande pitié qu'il convient que je sois, l'homme égaré qui ne sait où il va. Comme l'écrit Jacques Drillon dans son livre Charles d'Orléans ou le génie mélancolique. Parmi ces hommes brutaux et sanguinaires, il semble un enfant. Au milieu des aristocrates analphabètes, débauchés et menteurs, un lettré précieux et faible. Que fera Charles d'Orléans quand il en sortira? Pas la même chose qu'il a fait dans les prisons anglaises. Il va faire de la poésie. Il a passé toutes ces années à écrire des ballades, il écrira désormais des rondeaux. Il va même ouvrir un cercle dans sa cour de Blois où il accueille des poètes. On sait qu'il fera un bon accueil à François Villon, un des plus grands poètes de tous les temps, qui s'y rendra à 2 reprises, à qui Charles offrira, semble-t-il, non seulement l'hospitalité, mais également une pension. Comment s'entendait François Villon, né en 1431, un ancien étudiant parisien devenu hors-la-loi, poursuivi pour avoir tué accidentellement un évêque au cours d'une risque de rue un soir de fête, condamné au gibet puis gracié, et le duc Charles d'Orléans, né en 1394. Aucune idée. Mais Villon, pourtant pas avare de traits sarcastiques, louera, semble-t-il sans ironie, le doux seigneur qui lui a donné un peu d'argent et sa protection. Ils ont tous deux connu la prison, c'est vrai, mais ce n'était pas la même. Celle des seigneurs pour Charles d'Orléans, et celle des pauvres gueux pour François Villon, qui écrira « Nous connaissons que ce monde est prison ». Peut-être ont-ils été réunis par la sensibilité. Quelque chose qui permet de dépasser les déterminations de classe, l'arbitraire de la naissance, les aléas de l'existence qui font de vous un héros ou un vilain. Ils ont été réunis par la conscience de la faiblesse des constructions humaines et de cette victoire absolue de la faiblesse qu'est la poésie. On peut aimer Charles d'Orléans, poète de grâce infinie, comme disait de lui Marcel Schwab. On peut aimer François Villon encore plus. Comme dit encore Marcel Schwab, mais de Villon cette fois, dans un siècle où la force, le pouvoir et le courage avaient seuls quelques valeurs, il fut petit, faible, lâche. Petit, faible, lâche, mais génial. François Villon est l'inventeur d'une sensibilité qui, à la différence de celle de Charles d'Orléans, dépasse la sentimentalité, ses conventions et ses clichés, et réussit à se diffuser à travers une description concrète des misérables et des prostituées. Ce bordel où nous tenons notre état. Une sensibilité qui s'exprime par ce grand rire face à notre détresse qui console mieux de la mort. Il a fréquenté tous les milieux, des plus hauts aux plus bas, et il sait parler la langue de tous, celle des universitaires comme l'argot des voyous. Il utilise tout ce qui est à sa disposition pour railler ces illusions dont il est revenu. Folles amours font les gens bêtes. Salomon en idolâtra, Samson en perdit ses lunettes, bienheureux et qui rien n'y a. Et dans les laits, dans le testament, comme dans l'épitaphe de Villon, il invente une esthétique de la misère et du malheur moral, où transparaît sempiternellement la puissance égalitaire, mais terrible, de la mort. Je conçois que pauvre et riche, sage et fou, prêtre et laïc, noble, vilain, large et chiche, petits et grands, et beaux et laids, dames à rebrasses collées, de quelconque condition, portant atours et bourrelets, morts saisis, sans exception. Cette poésie de pendus dansant au bout d'une corde, née à la même époque que la première danse macabre, peinte sur le cimetière des Saints Innocents à Paris, où la mort emporte le pape comme le pauvre paysan. Cette poésie n'aurait sans doute pas pu naître dans un autre contexte que celui-ci, marqué par la famine, les guerres, la peste et l'occupation. Elle n'aurait sans doute pas pu apparaître sans le besoin d'une consolation sans illusion, sans mensonge, dans une existence faite d'espoir, sempiternellement taillée en pièces. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car ce pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6,
quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie. Et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. On va oublier Charles d'Orléans après sa mort en 1465. On le redécouvrira à partir du XVIIIe siècle. François Villon, dont on perd la trace après 1463, lui ne sera pas oublié. Il va marquer les siècles qui suivent et deviendra même un personnage de légende, comme chez Rabelais. On peut aimer la réalité correspondant au nom de France avec toute l'âme, à partir des exemples de Charles d'Orléans et de François Villon, le premier, le plus grand, dit de ce dernier Simone Veil. François Villon, dont la pureté de l'âme est manifeste à travers l'expression déchirante du malheur. On peut aimer avec toute l'âme le fait que les deux plus grands poètes de son Moyen-Âge aient été un duc, orphelin et veuf, ayant passé la meilleure partie de sa vie en prison, et un mauvais garçon, repris de justice, désillusionné et railleur. Et on peut aimer qu'ils aient pu, appartenant aux deux pôles opposés de la société, se retrouver dans l'exercice de la poésie. L'amitié entre Charles d'Orléans et François Villon nourrira l'imagination du jeune Arthur Rimbaud, qui écrit en 1870 un morceau de prose. Une lettre où c'est Charles d'Orléans lui-même qui demande et obtient du roi Louis XI la libération de François Villon. Ces poètes-là, voyez-vous, ne sont pas d'ici-bas. Laissez-les vivre leur vie étrange. Et cette guerre entre Armagnac et Bourguignon, d'où tout est parti, qu'on pourrait presque voir comme la date de naissance de notre poésie, va revenir de façon hallucinatoire dans le récit visionnaire de Gérard de Nerval, Un soir de dérive dans les Halles. À une certaine heure, écrit Nerval dans Aurélia, entendant sonner l'horloge de Saint-Eustache, je me pris à penser aux luttes des Bourguignons et des Armagnacs, et je croyais voir s'élever autour de moi les fantômes des combattants de cette époque. Je me pris de querelle avec un facteur qui portait sur sa poitrine une plaque d'argent et que je disais être le duc Jean de Bourgogne. Je voulais l'empêcher d'entrer dans un cabaret. Par une singularité que je ne m'explique pas, voyant que je le menaçais de mort, son visage se couvrit de larmes. Je me sentis attendri et je le laissai passer. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes encore en 1420 et Paris est devenue anglaise. Ruinée, dévastée, minée par la faim et la peste. Ça a été l'horreur depuis 50 ans, ça va être encore pire partout dans ce morceau de planète qu'on s'est habitué à appeler la France. C'est dans ce contexte qu'en 1429, une jeune femme venue de Domrémy va tenter en vain de reprendre Paris, défendue contre elle par l'infect Jean de Villiers. On a parlé de Charles d'Orléans et de François Villon, on en reparlera. Ils ouvrent une histoire de l'âme, ce livre de la vie étrange, repris et perpétué au fil des siècles par les poètes. Ils inventent une fonction qui sera reprise dans des périodes très particulières, souvent très tristes, désespérées, des périodes pendant lesquelles les poètes renversent le sentiment d'impuissance politique, l'impuissance à agir, et le transforment en puissance d'être et de ressentir. Une fonction qu'on retrouve chez tous ceux qui, comme le dit Simone Veil, ont compris ce qu'est l'amour pour la véritable beauté, sentir que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. On va désormais parler de la grande héroïne du sentiment d'impuissance politique, la personne qui ne reste pas à la place qu'on lui a assignée, mais qui va renverser le sens même du mot action, celle que vous connaissez sous le nom de Jeanne d'Arc. Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Et si vous n'aimez pas cette vision de la guerre civile et des origines de l'occupation anglaise, faites comme Jean sans peur, compensez la réalité de la misère par une accumulation de fake news, et si jamais vous avez un problème, fuyez et attendez que ça passe. Jeanne, au secours!